Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est avec un invité de marque pour parler d'une classe d'actifs qui fait beaucoup fantasmer et qu'on n'apprend pas à l'école. Je parle donc de l'art, et donc après avoir laissé notre invité se présenter, on va procéder en deux parties. Dans la première, on va voir les raisons presque philosophiques qui peuvent nous pousser à investir dans l'art, et puis dans la deuxième, toutes les questions pratiques que vous pouvez vous poser, autant au niveau de l'achat que de la détention, puis éventuellement de la vente ou de la transmission de vos œuvres d'art. Je suis donc avec Mathieu Fournier, commissaire-priseur et directeur associé de la maison de vente Arcurial à Paris. Et donc merci de m'accueillir chez vous dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci à vous, bonjour. Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir chez Arcurial. Et me présenter, c'est assez rapide. Je suis chez Arcurial depuis 17 ans maintenant. Je suis commissaire-priseur à la fois judiciaire et volontaire, expert spécialiste en tableaux anciens. Et j'accomplis donc ma mission chez Arcurial, qui consiste à organiser et réaliser des ventes certes de maîtres anciens, tableaux, dessins, sculptures, mais aussi de diverses spécialités que je croise au fur et à mesure de mes inventaires. Voilà, j'ai une formation qui est une formation à la fois de droit, d'histoire de l'art, à la faculté, et puis suivi du diplôme national de commissaire-priseur avec une formation pratique de 2 ans. Voilà, je baigne dans l'art depuis tout petit. C'était une véritable vocation pour moi. Et donc c'est très naturellement que je me suis engagé dans cette voie professionnelle. Alors je dis professionnelle, mais en réalité nous sommes dans des métiers passion, et faire la différenciation entre hobby, passion, travail est parfois difficile. J'ai envie de commencer peut-être par la question la plus difficile. Normalement, on dit qu'on préfère ne pas faire comme ça, mais c'est la question, je pense, que tout le monde se pose. C'est comment est-ce qu'on fait pour réussir un investissement dans une œuvre d'art ? Alors quand je parle d'investissement, je parle forcément d'un investissement financier, mais aussi dans l'art, on se dit qu'il y a peut-être d'autres choses qui se jouent. Et donc, comment on fait pour réussir son investissement dans l'art ? Alors, la finalité de la vie, en règle générale, on dit que c'est le bonheur. C'est le plaisir. Je pense que pour réussir un investissement, d'abord, il faut vivre heureux avec ce que l'on souhaite acheter. Ça, c'est une donnée qui est vraiment extrêmement importante. Moi, je mesure régulièrement dans des discussions la part de plaisir dans un investissement. On peut... Si vraiment on veut investir, en achetant des titres, des lingots, etc., bon, tout ça reste dans un coffre et totalement immatériel. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de s'attaquer au marché de l'art. Mais je pense que si on achète une voiture de collection, si on achète un tableau, c'est aussi pour se faire plaisir. Le véritable intérêt, c'est de l'accrocher au mur, c'est de passer des vrais moments, de partager cela avec des amis, avec la famille, un verre de vin à la main, d'échanger. Un tableau, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, doit nous ouvrir les yeux sur différents aspects de la société, du monde, de l'histoire, nous faire réfléchir sur notre passé, interagir ensemble en regardant l'œuvre sur des questions d'actualité. Mon véritable conseil, c'est de toujours intégrer la notion de plaisir. Alors, c'est mesurable au moment où vous achetez, et 2, c'est mesurable aussi à la sortie. C'est-à-dire que même si vous ne revendez pas 10 fois le prix de ce que vous avez acheté, vous aurez consommé du plaisir. Et ça, vous pouvez le mesurer. Et donc, en matière d'investissement, mesurer du plaisir, ça permet aussi de retomber sur ses pattes de façon un peu plus heureuse. Oui, puis on imagine bien qu'effectivement, quand on se tourne vers l'art, en général, on peut avoir déjà d'autres investissements dont le but est de mettre sa famille à l'abri et de faire en sorte que tout se passe bien pour l'avenir, et que là, maintenant, on est dans un stade de vie où on peut se permettre de l'art. Ou alors, est-ce que vous voyez aussi des investisseurs plus jeunes qui sont pris de la passion et qui commencent directement par l'art, peut-être ?
Alors, nous avons vraiment toute typologie d'acheteurs. Globalement, c'est vrai qu'on commence plutôt à acheter de façon un peu importante de l'art vers 40 ans, quand on a une assise financière qui est un peu plus stable, mais on voit des passionnés qui commencent des collections à l'âge de 12 ans, 13 ans, avec leurs premiers euros, qui vont acheter des estampes, etc. La fameuse combien de très grands collectionneurs ont commencé avec une collection de timbres. Voilà, moi je suis d'une génération qui est un peu plus vieille que la vôtre, mais on a tous connu les pins, les timbres, les cartes de téléphone, etc. Je pense que la notion de collection, elle peut se porter sur mille et une choses. Et c'est bien de commencer avec des petites collections, de former les réflexes du collectionneur, savoir quelles pièces il faut garder, quelles pièces il faut éviter d'avoir, la notion des doubles, des accidents, des problèmes, des états de conservation, etc. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise catégorie. La collection doit rester aussi un amusement. Ça doit rester un plaisir. Après, la notion d'investissement pur, comme vous l'abordez, c'est une notion purement financière. Donc il faut bien faire attention. Mais je pense que si on agit qu'en pensant à l'argent en matière d'œuvres d'art, on est souvent à côté. On est souvent à côté. Il faut acheter des œuvres qui nous séduisent, qui nous parlent, avec lesquelles on peut interagir, et avec lesquelles on va d'une façon ou d'une autre vivre, avec lesquelles nous serons heureux. Et l'œuvre d'art, elle donne beaucoup. C'est-à-dire qu'elle peut donner pendant très très longtemps. Un tableau qui a été peint au XVIe siècle, il a rendu heureux des tas et des tas de personnes. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est magique avec l'œuvre d'art. C'est qu'elle révèle des tas de choses et à chacun aura une interprétation différente. Et justement, vous parliez de collection à l'instant. Qu'est-ce qui fait, selon vous, une belle collection, quelque chose qui justement donne beaucoup de plaisir? Écoutez, alors, je laisse à chacun évaluer la part du plaisir qu'il peut tirer avec une collection. Mais en tous les cas, pour avoir réalisé, constitué une belle collection, je crois qu'il faut être précis. Il faut être travailleur et précis. Quand je dis travailleur, ça veut dire qu'il faut se renseigner, mais au point de travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter tout et n'importe quoi sur un coup de cœur, comme ça. Il faut acheter sur des coups de cœur, mais il faut acheter de façon nourrie en amont au niveau de la connaissance que nous pourrions avoir des objets ou des tableaux. On ne peut pas aller comme ça et dire « Ah tiens, aujourd'hui je vais commencer ça, etc. etc. » J'explique régulièrement aux jeunes qui veulent apprendre au sein du marché de l'art qu'il faut décomposer leur temps en 3 parts égales, et dans l'ordre, tout d'abord les musées, fréquenter les musées, aller au musée, passer du temps seul, couper votre téléphone au musée, regardez les œuvres, vraiment imprégnez-vous de ce que vous avez devant les yeux. Depuis une dizaine d'années, on regarde beaucoup moins bien les œuvres d'art dans les musées à cause du téléphone portable, mais moi j'ai souvenir de moments totalement magiques et de véritables rencontres dans les musées. Donc il faut, 1, aller dans les musées, 2, nourrir la visite qu'on a pu faire dans les musées par des lectures, donc ça veut dire acheter des livres, parce que on peut lire sur un écran très bien, mais les grandes publications en matière d'histoire de l'art, les recherches, elles sont globalement toutes sur des supports imprimés. Et 3, fréquenter les maisons de vente, parce que les maisons de vente sont l'opportunité de se former un œil de façon assez rapide. On voit beaucoup de choses, il y a un volume d'œuvres considérable qui s'écoule de façon régulière, et donc visiter les salles de vente, c'est le moyen de un petit peu concrétiser la démarche, 1 musée, 2 livres, 3 maisons de vente. Et c'est vrai que en visitant justement Arcurial, en visitant, c'était une exposition sur justement les maîtres anciens, avec cette fameuse reproduction de la Joconde qui faisait la fierté de la maison. Il y a quelque chose qui m'a touché en venant, c'est que les œuvres sont présentées d'une manière complètement différente des musées, parce que dans les musées on cherche la conservation pour des centaines d'années, donc dans une lumière très tamisée, parfois on est loin aussi des œuvres,
œuvres parce qu'elles doivent être protégées. Je parlais de la reproduction de la Joconde, si on parle de la vraie, on ne s'en approche jamais vraiment très près, alors que dans la maison de vente, on la voit sous une lumière naturelle. Vous avez une galerie magnifique en bas qui permet de voir des œuvres sous le soleil, ce qui est quand même extraordinaire parce que les couleurs sont très différentes. Je m'étais pas rendu compte en fait de ça en allant seulement au musée. Et puis ensuite, effectivement, on est tellement proche que on est, je veux pas dire qu'on n'est pas en train de toucher, d'embrasser l'œuvre, mais on y est presque, parce que il y a justement ce côté qui n'est pas la conservation pour les 400 prochaines années, parce que ce sera la personne qui va en faire l'acquisition qui sera en charge de cela. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de ce retour, je suis flatté. Écoutez, nous sommes des entreprises privées, donc on a une flexibilité et on a une souplesse à agir que n'ont pas forcément des grandes institutions publiques. Néanmoins, je tempère votre réflexion. On fait très très attention aux œuvres qui nous sont confiées. On a un respect immense pour les œuvres qui nous sont confiées et jamais on leur fera courir un risque quel qu'il soit. On mettra jamais un dessin en plein soleil, même pour une exposition de 4 jours. C'est vrai que quand je parle de soleil, je précise que le soleil était sur le parquet et pas sur les œuvres. Mais la pièce baignée de soleil, c'est quelque chose, c'est une expérience réellement. Ouais. Alors, tout ça, c'est une question un petit peu culturelle. Alors, tout d'abord, Arcueil a la chance d'avoir le plus beau lieu de vente de France, les plus beaux salons. On a 13 grandes fenêtres avenue Montaigne, des salles d'exposition qui sont incroyables. On vient de refaire des travaux considérables au rez-de-chaussée pour valoriser nos espaces d'exposition. Donc on a un outil de travail qui est merveilleux au service des œuvres d'art. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très heureux pour les œuvres d'art qui nous sont confiées et pour les vendeurs qui nous confient leurs œuvres. Ensuite, si vous parlez effectivement des musées, c'est compliqué de faire des choses dans des musées. Les travaux sont... tout est long, les conceptions sont longues, vous avez des commissions, etc. etc. Donc c'est dur d'avoir un musée qui a un bon parcours de visite, des œuvres qui sont bien accrochées, au bon endroit, avec la bonne couleur derrière, qui sont bien éclairées, où vous avez eu les bons budgets pour acheter les bons spots, de pouvoir jouer avec une lumière naturelle. C'est compliqué, parce que culturellement, en France, c'est pas comme en Angleterre. En Angleterre, il y a un culte de la verrière sommitale qui permet d'avoir une lumière du ciel qui arrive sur les œuvres. Ça, c'est merveilleux. Culturellement, en France, on n'a pas ça. On a plutôt des plus grandes fenêtres que n'ont les Anglais. Et donc, on essaiera plutôt de jouer avec cela. Mais c'est vrai que bien exposer une œuvre, c'est très très important. Et puis, se promener dans une salle d'exposition de maison de vente, ça permet de s'approcher des œuvres, de les toucher. On peut dire qu'on peut toucher les œuvres, voilà, c'est un contact qui est extrêmement temporaire, mais moi je dis souvent qu'il faut toucher. Les peintres recouvrent de vernis les tableaux pour les protéger. Ce sont des vernis protecteurs. Donc un vernis est sur la matière, on n'abîme pas la matière quand on touche un vernis. Bon, il ne faut pas le faire trop souvent, mais ça peut permettre de comprendre une œuvre. Si exceptionnellement on veut avoir un rapport un peu plus charnel avec une œuvre d'art, il faut la toucher. Idem pour la sculpture. Voilà. Pour comprendre le côté très saillant d'une ciselure, il faut absolument poser le doigt dessus et caresser une ciselure. Mais c'est surtout le conseil que vous pouvez avoir dans une maison de vente, discuter avec les spécialistes qui sont là pour guider vos visites, que vous allez pouvoir comprendre des œuvres d'art, que vous allez pouvoir enrichir la vision que vous en aurez, et ainsi consolider votre jugement. Est-ce que vous passez à l'action ou pas ? Est-ce que vous avez envie d'acheter ou pas ? On a des spécialistes dans chaque département, et en visitant une exposition, on peut vous alerter sur les qualités d'une œuvre, parfois sur ses défauts, sur un problème d'état de conservation. On va vous conseiller un restaurateur, on va même, nous dans notre département maître d'anciens, on emmène les tableaux chez les restaurateurs, on suit les restaurations même après les ventes, pour le compte des acheteurs. Donc on essaye vraiment de faire un service après-vente qui fait que vraiment l'acheteur est heureux d'acheter chez nous. Et ça va du nettoyage d'une feuille au passe-partout, changer un verre pour mettre le verre anti-UV, anti-reflet qui convient, faire restaurer la dorure d'un cadre. Donc on fait vraiment un accompagnement global important.
Oui, parce que c'est vrai qu'on imagine, et ce sera l'objet de certaines des prochaines questions, que l'investissement dans l'art, à la fois c'est une passion, ça peut être sur un coup de cœur, mais pas trop non plus si on veut constituer une belle collection. Et il y a certains enjeux de conservation, d'assurance. On a tous plein d'idées préconçues sur quels sont les enjeux qu'il y a derrière les œuvres d'art. Et juste avant cela, je pense qu'en tant que commissaire-priseur, vous avez un point de vue tout à fait particulier sur ce qui fait la valeur d'une œuvre, parce que on entend toujours parler des ventes records, et je pense notamment au panier de fraises des bois de Chardin que vous avez vendu ici donc pour 24 millions d'euros, donc ça a fait son bruit. Qu'est-ce qui fait dans votre salle d'enchères, et puis peut-être plus généralement sur le marché, le prix d'une œuvre? Est-ce que c'est une question de passion de collectionneurs qui s'enflamment, ou que se passe-t-il en fait dans ce marché qui peut être un peu mystérieux, parce que quand on visite une maison, on se dit bon, il y a tel prix au mètre carré dans le quartier, c'est bon, mais le quartier dans les œuvres d'art, c'est peut-être un peu plus compliqué. Non, c'est un peu la même chose. À Paris, il y a des biens immobiliers qui sont des biens extrêmement prestigieux, et en fonction de leur histoire, en fonction des aménagements intérieurs, en fonction de l'éclairage, vous en parliez, il y a des biens immobiliers qui peuvent doubler le prix qu'on s'attendait à avoir à cet endroit-là. Pour des œuvres d'art, ce qui fait le prix, c'est la beauté, premièrement, une notion très simple, l'auteur, bien sûr, le sujet, l'état de conservation, l'historique du tableau, à qui il a appartenu, tout ça, c'est ce qui fait un petit peu le prix d'une œuvre. Alors on pourrait décomposer chaque élément, mais c'est évident qu'il y a des petits artistes qui sont pas très connus. Ils pourront avoir pas un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre n'atteindra jamais le prix d'un tableau très moyen d'un très grand artiste. Donc il y a toujours une question de référence. En maîtres anciens, on parle pas ou assez peu de cotes. Pour les artistes du XXe siècle, c'est beaucoup plus réglé, beaucoup plus réglementé. Parfois sur des artistes qui font toujours la même chose, on pourrait presque déduire le prix en fonction de la taille du tableau, de son année. On pourrait rentrer des données dans des logiciels et sortir un prix. Mais pour les maîtres anciens, ça n'a rien à voir. Parce que ce sont des tableaux qui ont été peints il y a très longtemps. L'état de conservation joue. Et puis on imagine qu'il y en a moins de profusion potentiellement que des artistes très prolifiques du XXe siècle dont la conservation a été finalement plus courte, et donc il y a peut-être eu moins de pertes en route, si je puis dire. Alors ça dépend, parce que nous on a des artistes qui ça dépend. Globalement, on confiait pas un pinceau à un jeune homme. On le faisait d'abord dessiner, on le faisait préparer des toiles, il passait du temps dans l'atelier, et les artistes étaient formés et suivaient un parcours qui était lent, qui était un parcours de sagesse, et c'était des bons techniciens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les tableaux qui nous arrivent entre les mains sont des tableaux qui sont globalement en très bon état de conservation. On a des tableaux, j'ai vu un tableau la semaine dernière qui a été peint il y a plus de 500 ans, qui est neuf. Le panneau a une planéité parfaite, la préparation les séchages ont été respectés de façon merveilleuse, les apports de couleurs ont été faits petit à petit, on a laissé sécher au fur et à mesure, il y a eu des très bons vernis qui ont été apposés, etc. Un tableau en merveilleux état de conservation. Quand on voit un tableau de Georges Mathieu qui parfois est en deux morceaux entre la matière qui reste collée à la toile et puis un sachet en plastique dans lequel il y a tous les éléments du motif central, c'est très inquiétant. Il y a beaucoup d'artistes dans la seconde partie du XXe siècle qui sont techniquement très mauvais. Et on a des tableaux avec des craquelures, des séchages prématurés, des toiles qui ont mal été sélectionnées, mal été fixées sur des châssis. Je pense que l'art contemporain n'est pas du tout assez exigeant en matière de qualité d'exécution. Mais c'est peut-être pas le discours de ces artistes-là. Peut-être qu'ils se situent dans un environnement totalement éphémère. Nous, en tout cas, pour les maîtres anciens, vous parliez du Chardin, on avait un tableau qui était en merveilleux état de conservation, qui était dans la même famille depuis plus de 200 ans, et c'était une rencontre extrêmement émouvante que d'intervenir pour la première fois et de céder ce tableau après 200 ans. Donc c'est évident.
Mais vous voyez, on a vendu un tableau, ce tableau de Chardin que nous avons vendu, c'est le record du monde pour un tableau ancien français aux enchères. Chardin est moins connu que François Boucher, Fragonard, vous pourriez m'en citer d'autres encore. Chardin, c'est pas l'artiste français le plus connu, et pourtant c'est lui qui a fait le plus cher. Donc en maître ancien, il vaut mieux avoir le chef-d'œuvre d'un artiste moins connu plutôt qu'un mauvais tableau d'un très grand artiste. Oui, puis comme vous le disiez, il y a tous ces composants qui rentrent dans la fabrication du prix, dans l'alchimie du prix de l'œuvre d'art, et donc finalement, un très beau nom n'est pas forcément gage de la plus grande valeur, on l'a compris en termes de prix. Exactement, vous pouvez avoir une esquisse de Rubens en mauvais état qui fasse 400 000 euros, et avoir un chef-d'œuvre de Rubens à 70 millions. Vous voyez, donc pourtant ce sont les deux œuvres du même artiste, donc mais bon, c'est la même chose que ce soit un petit crowbar de Picasso à 10 000 euros ou les femmes d'Alger à 120 millions. On a déjà, je pense, effleuré cette question, mais j'ai envie de vous donner l'occasion de vraiment y répondre de manière unifiée. Comme vous êtes spécialisé dans les maîtres anciens, j'imagine que vous y trouvez un charme particulier et une passion qu'on a déjà perçue quand vous parliez de cette rencontre avec le tableau de Chardin. Qu'est-ce qui fait selon vous le charme des maîtres anciens et que recherchent les collectionneurs qui s'intéressent à cette partie de l'art qui est peut-être un petit peu moins connue et populaire que les œuvres un petit peu plus récentes, que l'art contemporain qui, à grand fracas, fait la une des journaux. Alors, j'invite vraiment ceux qui ne s'intéressent peu au tableau ancien à considérer que c'est une matière absolument fascinante par l'humilité qu'elle déclenche chez l'amateur. Celui qui s'intéresse à la peinture ancienne apprend tous les jours. Le champ de connaissances est immense et c'est une école d'humilité. C'est-à-dire que tous les jours on est surpris d'apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est complètement magique. Parce que si on pense tout savoir et qu'on est blasé et que on veut pas se dépasser intellectuellement, ça n'a pas grand intérêt, la vie est quand même pas très marrante. Le tableau ancien, c'est une matière qui est globalement heureuse, joyeuse, les sujets, l'iconographie est complexe, c'est extrêmement large, on peut passer du fond d'or italien à la peinture symboliste, en passant par une nature morte espagnole du XVIIe siècle, un portrait anglais du XVIIIe, on va vraiment dans tous les univers, et à chaque fois, on est dans un univers culturel, historique, et on apprend beaucoup d'une époque. Donc c'est quand on aime l'histoire, quand on aime la philosophie, les courants de pensée, quand on aime réfléchir à des situations, quand on aime parfois la religion, il y a mille et une directions dans la peinture ancienne qui rassasient celui qui a faim. Et c'est ça qui est beau dans la peinture ancienne. Je trouve que c'est une matière pour les gourmands. Et j'aime l'art contemporain, je m'intéresse à l'art moderne, mais je pense que quand on est gourmand, on mange vite à sa faim avec des artistes plus récents. Oui, parce que ce que je comprends, c'est que peut-être que la distance temporelle et le niveau technique que vous évoquiez tout à l'heure permet d'avoir des niveaux de lecture très différents des œuvres d'art, ce qui fait d'ailleurs que dans certains musées on ne comprend pas parce que peut-être que le petit panneau d'explication qui nous met juste le titre est un petit peu trop limité pour les personnes qui comme moi sont des novices en la matière. Et justement, le milieu de l'art, par toute sa complexité, et en particulier par son lien avec l'histoire, la philosophie, nous invite à embrasser tellement de connaissances qu'à un moment, on peut se sentir un petit peu désemparé quand on est un jeune amateur, qu'on soit jeune ou moins jeune d'ailleurs. Peut-être que c'est une question qui n'a pas besoin de réponse, mais j'ai quand même envie de la poser. C'est
par où on commence quand justement on se dit j'aime, je vais dans les musées, ça m'intéresse, je trouve ça magnifique, je suis touché par ça, mais comment je dépasse l'émotion pour aller justement dans cet appétit à la fois de culture, d'histoire et puis d'art finalement. Alors il y a un peu plus de supports de lecture aujourd'hui qu'il n'y en avait dans le passé. Il y a des audioguides qui sont parfois très bien faits, et voilà. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas compter de façon linéaire sur les musées pour réaliser des cartels satisfaisants de façon linéaire pour tous les musées. Ça, c'est très très inégal. C'est rare qu'un musée ait la bonne clé de lecture dans ses cartels. Soit il n'y a rien, soit il y en a trop, soit c'est mal amené, soit... voilà. Alors, j'essaie de prendre du recul quand je dis ça et de ne pas me mettre à la place d'un spécialiste en tableaux anciens, mais des cartels qui sont juste bien rédigés, comme il faut, etc., c'est passionnant, on a envie de tous les lire dans un musée. Mais après, voilà, il y a des audioguides, alors... mais c'est comme pour tout, il faut se renseigner, il faut lire, il faut... il y a des tas d'ouvrages. La publication en matière d'histoire de l'art, elle a fait des bonds hallucinants depuis 50 ans. Il y a 50 ans, il y avait très peu de livres en histoire de l'art. Et puis j'imagine, pour avoir mis la main sur certains, certains livres on pourrait presque appeler ça de la philosophie de l'art. Oui, donc c'est tellement complexe que finalement, en étant un lecteur novice, comme je le disais, on se retrouve soit si on arrive à le terminer, à la fin du livre, en se disant, bon, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je vais avoir de plus dans ma visite d'un musée, par exemple, ou dans ma compréhension de l'histoire. C'est pas forcément grand-chose, mais peut-être que vous connaissez des éditions ou des livres particuliers qui permettent de parler à ces publics qui sont un petit peu moins familiers et qui du coup donnent des explications peut-être basiques pour tous les plus grands passionnés. Il y a des tas de maisons d'édition qui sont des maisons formidables. Après, ça dépend un petit peu des auteurs qui écrivent, et puis ça dépend des domaines. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de lire André Malraux pour avoir une vision transversale et philosophique d'une analyse des arts d'Occident. Après, c'est dans chaque domaine précisément. En tous les cas, il n'y a jamais eu autant de matériel pour apprendre. Donc voilà, même des émissions, il y a des tas d'émissions. Ce que vous faites aujourd'hui avec ce podcast, c'est formidable. Vous mettez à la portée d'un consommateur un contenu qui est facile, qui est léger et qui est modulable. Et ça, c'est une réelle opportunité. Donc, vraiment, quand on veut apprendre, quand on veut suivre, il y a 1001 possibilités. Il suffit juste d'en avoir envie. Il suffit juste de laisser un petit peu son téléphone portable et d'aller dans les musées. Il faut absolument aller dans les musées. Et puis certainement procéder par curiosité ensuite, parce que c'est une chose qui forcément nous donne beaucoup d'énergie dans la recherche, puisque quand on a vu un tableau fascinant et qu'on veut en savoir plus, les informations rentrent mieux comme par magie et permettent aussi de concentrer la recherche, parce que c'est peut-être ça aussi la difficulté, c'est qu'avec la profusion d'informations, si on se dit j'ai envie de me faire simplement un vernis de culture artistique, ça peut être difficile par cette profusion, mais rentrer par la petite porte, par le petit angle qui nous intéresse peut être une solution justement pour progresser, comme vous le disiez, en allant dans les musées, en lisant des livres, en s'informant, et puis également en allant dans les maisons de vente pour voir les œuvres d'une manière différente. Alors nous, dans nos catalogues d'exposition, on s'attache énormément à décrire les œuvres qui nous sont confiées. Mais on part, à chaque fois dans nos notices, on va du général au particulier, pour arriver précisément sur le message qui est délivré par le tableau que nous vendons, par le tableau, la sculpture ou l'œuvre d'art que nous vendons. Donc avec une notice qui peut être assez succincte, en allant du général au particulier, vraiment on accroche des clients, on accroche des visiteurs qui ensuite potentiellement deviennent des acheteurs. Mais on fait beaucoup pour
J'essaie de faire des visites commentées de mes expositions. Le samedi matin, je fais des visites pour les enfants. Donc à 10h, je donne rendez-vous aux parents, je laisse les parents dans un coin avec une tasse de café, je prends les enfants et on les emmène devant les tableaux, on se met à quatre pattes devant les tableaux pour être à leur hauteur, ils s'assiedent et on passe un moment où on leur parle et on leur décrit. Et croyez-moi, la réflexologie des enfants, si on leur pose les bonnes questions de façon un peu simple, il y a une vraie évidence. Globalement, ils sont tous assez malins. Ils ont tous envie d'écouter ce qu'on leur dit. Ils ont tous envie d'apprendre. Et c'est des moments de partage incroyables. Et parfois même, ils nous apprennent des choses qu'on n'a pas vues sur un tableau qu'on a étudié. Et ça, c'est souvent les enfants ont un œil d'observateur. Et ça, c'est vraiment un moment magique. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que... Ce sont nos futurs clients, pardon, je vous coupe, mais ce sont nos futurs acheteurs. Chez Arcurial, nous formons nos clients dès l'âge de 5 ans. Et c'est je pense, une bonne stratégie, une stratégie de long terme, en plus on peut le souligner. Et donc on a vu là, cette partie préliminaire finalement, parce que c'était ça l'objectif, c'était d'être un petit peu chronologique dans notre entretien. C'est cette partie préliminaire sur, en fait, pourquoi est-ce qu'on a envie d'investir dans l'art, et puis comment on fait pour commencer à se familiariser. Donc je pense que ces 3 étapes, là, c'est très pédagogique, hein, on peut tout de suite comprendre et s'y mettre. Et maintenant, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans les choses concrètes et terriennes de ça veut dire quoi, c'est quoi le parcours qu'on fait du moment où on se dit tiens, j'ai l'idée d'acheter une œuvre d'art, je m'informe, et maintenant, comment on fait concrètement ? Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple. Concrètement, pour acheter une œuvre d'art en maison de vente, c'est assez simple. Vous pouvez acheter de plusieurs façons. Il y a une 50aine d'années, il fallait être en salle ou laisser un ordre. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez enchérir par téléphone, vous pouvez laisser un ordre d'achat, vous pouvez être présent en salle, vous pouvez enchérir online directement via des plateformes d'enchères online. Donc vous avez quand même 1001 possibilités pour enchérir. Là, bien sûr, nous parlons de l'étape qui suit les renseignements que vous avez pris sur l'œuvre. Donc vous avez bien pris les renseignements nécessaires, notamment sur le prix, combien ça va faire. On vous a bien dit qu'il y avait une commission acheteur. Il faut bien en tenir compte, parce qu'un primo-accédant sera toujours surpris de voir que la commission des maisons de vente est assez importante, hein, de l'ordre de 30% TTC sur les premières tranches. Et une fois qu'on a bien validé dans sa tête qu'on veut y aller, moi j'ai un conseil. Si vous tombez sur une œuvre qui est vraiment bien, qu'elle vous plaît vraiment, il faut se lâcher. Il ne faut pas se freiner et rester contraint pile dans l'estimation, etc., etc. Si vous avez un coup de cœur, qu'elle coche toutes les cases pour vous, pour votre épouse, pour votre compagnon, pour faire exactement, pour rentrer dans ce que vous ambitionnez, eh ben on n'est pas à 10% près. C'est comme un appartement. Si vous pensez que c'est le bon appartement, vous n'êtes pas à 10% près. Il faut faire une surenchère, il faut renforcer son offre. Et voilà. Alors une fois que vous avez acheté l'œuvre, déjà... D'abord peut-être pour rester sur cette étape de l'achat, aujourd'hui je pense qu'il y a on voit de plus en plus peut-être des plateformes en ligne, de multiples endroits, même il y a de plus en plus d'amateurs qui se mettent à peindre, à du coup produire de l'art, et du coup ma question c'est aussi de dire il y a toutes ces possibilités pour acheter. Est-ce qu'il y a des choses à éviter ? Alors bon, avoir une œuvre de sa tante, c'est toujours sympathique, mais peut-être qu'on ne l'aurait pas acheté. Voilà, est-ce qu'il y a des endroits particulièrement à éviter, justement, pour que les personnes qui nous écoutent ne se fassent pas avoir, entre guillemets, et se retrouvent avec quelque chose qui va peut-être mal se conserver, qui dans 3 ans sera complètement terne. Écoutez, il y a sélectionner les bons et les mauvais artistes, c'est le travail des galeries. Il faut fréquenter les galeries, généralement ça dépend un peu de leur réputation, se renseigner pareil sur l'artiste, mais aussi s'intéresser à la technique. Voilà, mais effectivement il y a des bons et des mauvais artistes, mais il faut se renseigner sur la cote, la régularité des prix.
Voilà, moi je trouve très hasardeux d'acheter un artiste qui n'a pas de cote, etc. Sauf si c'est un prix très amusant, très intéressant, et que c'est très peu d'argent. Et voilà, mais il y a aussi beaucoup d'amateurs d'art contemporain qui achètent tous les nouveaux artistes qui commencent à réaliser des œuvres à un prix assez faible, parce que c'est le début de leur carrière. Et puis au bout de 10 ans, il y en a 10 qui ont une cote qui est établie, il y en a 90% qu'il faut mettre entre guillemets au placard, qu'il faut encore moins que le prix que vous avez mis. Et puis par contre, c'est sur les 10% qui restent qu'il va y avoir un travail de consolidation patrimoniale à faire. Mais ça, c'est pour l'art contemporain. Nous, on vend des artistes qui, globalement, quand on achète un tableau ancien, c'est de la pierre. L'artiste, il a une cote totalement stable. Je ne suis pas dans un marché spéculatif. L'art ancien n'est pas un marché spéculatif. C'est l'art contemporain, lui, est beaucoup plus spéculatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, je comptais en toucher un petit mot à la fin, mais on a aussi ces nouvelles formes d'art, qui sont les NFT. J'imagine que, je sais que les maisons de vente se retournent les méninges pour savoir aussi comment vendre aussi. Enfin, est-ce qu'on vend ces œuvres-là ou pas? Est-ce qu'on considère que c'est des œuvres ou pas aussi? C'était censé être un mot de la fin, mais peut-être qu'on peut en parler maintenant. C'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Nous, chez RQL, nous le sommes posés, et d'ailleurs, nous passons à l'action dès ce mois de juin 2022, effectivement, avec des ventes de NFT. Voilà, et ça sera une vente dont vous entendrez parler très bientôt. Très bien, on a hâte quand nos auditeurs nous écouteront, peut-être que la vente aura déjà eu lieu et que vous saurez déjà tout. Mais vous savez, RQL est une maison un petit peu d'aventuriers. On n'a jamais eu peur de braver des chantiers qui n'avaient jamais été pratiqués, et on aime innover. Eh bien, on va suivre ça avec la plus grande attention. Donc on a parlé de l'achat, finalement, encore une fois, c'est le mot d'ordre, j'ai l'impression, de cette interview, c'est se renseigner, et d'autant à plus forte raison, parce que l'art est un investissement passion, on a plus envie de se renseigner, et il faut peut-être encore plus se renseigner, parce que ça fait partie finalement du plaisir qu'on a, et peut-être, on en parlait avec un verre de vin, pouvoir décrire à ses amis le parcours de l'œuvre, effectivement, à quelle famille elle a pu appartenir, quand est-ce qu'elle a été peinte, forcément, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant qu'on a acheté, j'ai parlé d'assurance tout à l'heure, c'est la chose qui vient tout de suite à l'esprit. Quelles sont les contraintes et également les plaisirs, on en a parlé, de la détention de l'œuvre qu'on vient d'acheter? Alors, ce qu'il faut, c'est être un petit peu pratique. Ça peut arriver d'acheter une sculpture qui soit importable, un tableau qui soit immense. On a déjà vu des gens qui achetaient des tableaux qui rentraient pas chez eux, qui rentraient pas par la porte, etc. C'est pas grave, il y a des solutions à tout. Quand un tableau rentre pas, le tableau il est monté sur un châssis. Et il suffit de démonter la toile du châssis, puis on la remonte à l'intérieur. Voilà, on va pas casser la porte pour ça. Quand une sculpture pèse un poids fou, il faut passer par des entreprises spécialisées. On va pas se casser le dos et casser l'œuvre en même temps, à manipuler des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut passer par des professionnels. Nous, on a des tas de sociétés de transport qui sont spécialisées là-dedans. On voit des sculptures monumentales qui sont installées avec des grues, leviers, qui passent au-dessus des façades d'immeubles, etc. Globalement, si on achète de l'art, c'est aussi un peu pour s'amuser. Donc plus ça devient compliqué, plus ça devient marrant. C'est vrai que quand je passe régulièrement devant chez vous, il y a souvent des camions avec des œuvres qui passent par vos fenêtres, parce que vous avez la chance d'avoir des grandes fenêtres. J'imagine que c'est logistiquement très intéressant pour vous. Mais on a mis même un mirage dans la cour, vous voyez ? On a mis des œuvres d'art incroyables. On a remonté une maison de Prouvé dans la cour de l'hôtel d'Assaut. Donc il y a des solutions à tout. Donc pour tout ce qui est logistique, transport, très bien. Ensuite, pour accrocher les œuvres chez vous, placez-les au bon endroit. Ne mettez pas une commode en marqueterie près d'un radiateur électrique. Attention aux sources de chaleur, attention aux luminosités. Ne mettez pas des supports papier avec des expositions à la lune, pire que le soleil, ou au soleil. Fermez vos volets.
fermez vos rideaux. Voilà, il faut être un petit peu respectueux des œuvres d'art qui nous sont transmises au fur et à mesure du temps. Et voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas trop chauffer, il ne faut pas trop de sources de chaleur. Parfois, il y a des lumières, des spots directs sur les œuvres qui chauffent. Ça, il faut éviter de mettre des lumières directes qui chauffent. Bon, aujourd'hui, on est dans toute une génération LED qui est quand même plutôt techniquement très bonne, même si parfois la luminosité est un peu froide, mais on peut jouer avec tout ça, et il y a eu des progrès colossaux faits en matière électrique pour avoir des éclairages parfaits pour les œuvres d'art chez soi. Après, les accrochages, alors des bons accrochages, on va pas accrocher un tableau de 20 kg avec des crochets X, ou alors des vrais crochets X, mais pas des faux, c'est-à-dire des crochets X qui sont vraiment renforcés. Voilà, enfin, tout ça c'est des détails très pratiques, mais ça a son importance parce que c'est particulièrement désagréable de se lever un matin et de voir son tableau par terre coupé en deux, cassé en deux par le choc. Voilà. Nous on a des panneaux en bois sur lesquels sont peints des tableaux dans les Pays-Bas du Nord au XVIe siècle. C'est la même chose. On peut avoir, avec une montée en température comme on a de plus en plus dans nos régions, on peut prendre 15 degrés dans la journée et là on entend le tableau clac. On peut entendre claquer un tableau à l'oreille directement. Donc tout ça, il faut faire extrêmement attention. L'hygrométrie, veiller à l'hygrométrie. J'allais dire qu'on met le tableau à la cave pour éviter cela, mais justement, on va plutôt éviter. Mais non, mais les taux d'humidité, la même chose, etc. Alors, l'état de conservation et les conditions de conservation que vous ferez subir à une œuvre sont importantes. C'est là où rentre un petit peu en jeu aussi les assurances. Donc, vous vouliez aborder le sujet des assurances. Je vais briser un gros tabou. En France, on n'a pas de culture des assurances. Contrairement aux pays anglo-saxons, et aux Américains qui, eux, surassurent tout, en France, on n'a pas du tout la culture de l'assurance. C'est-à-dire que on aime bien être discret, et donc on n'assure pas forcément ce qu'on a chez soi parce qu'on considère qu'on est notre propre assureur, un peu comme l'État qui est son propre assureur, et que on va pas payer des primes qui en cumulé représenteraient peut-être une part d'un dommage à réparer. Voilà. Ça c'est culturel. Je pense que c'est un tort parce qu'après il y a des solutions qui sont tout à fait adaptables. Il y a des compagnies d'assurance qui ont des contrats qui sont très flexibles, très intelligents. Voilà, AXA a des contrats très bons. Après Hiscox, enfin il y a des courtiers aussi qui peuvent négocier pour vous la bonne formule. Donc je pense qu'il faut vraiment considérer la question de l'assurance. Et c'est vrai que la question de l'assurance vient plutôt, non pas pour la valeur sentimentale ou affective qu'on peut avoir avec une œuvre, mais là cette fois-ci pour la valeur financière, puisque malheureusement, une œuvre qui disparaît, même si on a un chèque à la place, ça ne remplace pas ce sentiment, c'est peut-être la recherche aussi qu'on a mis dedans et qui nous fait aimer l'œuvre encore plus. Même si juridiquement, la notion de valeur de remplacement intègre le préjudice sentimental et la faculté de pouvoir retrouver très rapidement une pièce à peu près équivalente. C'est-à-dire que dans la valeur de remplacement, on considère qu'il faut que l'objet soit remplacé tout de suite. C'est pour ça que la valeur est beaucoup plus élevée, parce que la pièce n'est pas forcément disponible, donc il faut la surpayer pour compenser l'obtention rapide du bien. D'accord, et du coup c'est plus courant d'avoir ce genre de contrat sur les œuvres. Alors, ce qu'on appelle les valeurs de remplacement, c'est les valeurs d'assurance. Il y a deux types de valeurs régulières dans nos métiers. Il y a les valeurs de réalisation et les valeurs de remplacement. Les valeurs de réalisation, ce sont les estimations du type vente publique. C'est le prix que vous mettrez dans un catalogue de vente pour vendre le bien, pour réaliser le bien. Et la valeur de remplacement, c'est celle où il faut que du jour au lendemain, très rapidement, tac, il faut que vous ayez à peu près un bien d'une valeur équivalente. Et c'est des valeurs, nous faisons des inventaires d'assurance régulièrement pour les compagnies d'assurance et pour que les propriétaires privés soient couverts à la juste valeur. Oui, j'imagine que avoir des experts dans différents courants, dans différentes époques, c'est important justement pour valoriser ces œuvres, et en particulier des experts qui aussi ont l'expertise de la valorisation, et qui sont capables de justifier pourquoi tel tableau de tel artiste, pourtant de la même année avec les mêmes couleurs, vaut 2 fois plus cher que l'autre. Voilà.
On a parlé du coup de cette détention avec des contraintes techniques et pratico-pratiques, puisqu'effectivement, si on chauffe notre œuvre seulement dans le coin, ça risque de poser un problème. On a parlé aussi de la problématique de l'assurance, qui en France n'en est peut-être pas forcément une en fonction de l'appétence au risque de chacun. Maintenant, il y a deux résolutions possibles à une œuvre, c'est soit notre propre décès, soit la vente éventuelle de l'œuvre. Et donc peut-être qu'on peut commencer par la vente, c'est peut-être avant le décès. Tout simplement, pour un collectionneur, c'est aussi concentrer sa collection. C'est-à-dire faire sortir les pièces les moins intéressantes et garder le nectar. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que de toute façon, plus on achète, moins on a de place, et à moins d'avoir une abbaye ou des énormes entrepôts, etc., globalement, il y a toujours, quand on est un collectionneur un peu excité, il y a toujours un problème de place qui se présente à un moment ou à un autre. Y a pas, on n'a pas 20 pans de mur pour mettre des tableaux de 2 mètres sur 3. Dans un appartement parisien de grand standing, on en a toujours 3-4 et puis c'est tout. Mais après, on achète des tas d'autres choses et il y a toujours un problème de place. Donc on est toujours, nous, confrontés à des clients qui concentrent leur collection. Alors, ce qu'on leur dit, avec un sourire un petit peu narquois, c'est qu'on dit que si vous avez un problème de place, nous, maison de vente, on est votre solution. C'est-à-dire, on sera toujours là pour vous aider et on pourra présenter les œuvres dont vous ne voulez plus en vente publique. Donc effectivement, ce que vous disiez, il y a plusieurs moments dans la vie d'un collectionneur où on vend. Il y a le moment où la collection grossit, le moment où on l'affine, et après le moment où on prépare son décès. Ça, c'est un moment extrêmement stratégique et extrêmement important. J'ai bien sûr laissé de côté les aléas de la vie. On parle souvent des 3D dans notre métier, qui sont décès, divorce aussi. Divorce et déficit. Globalement, c'est vrai que ce sont des épisodes toujours un peu douloureux de la vie, et c'est vrai que souvent, il y a des collections qui se vendent au moment des divorces, c'est évident, parce qu'il faut remettre l'argent sur la table et vendre une collection, ça permet de liquifier son patrimoine. Préparer son décès, c'est extrêmement important. On ne peut pas laisser une collection partir au large sans s'en être occupé avant de partir, avant de mourir. Globalement, les choses, les cas où les choses se passent pour le mieux, c'est quand le collectionneur a lui-même anticipé les choses et organisé les choses. Je parle de transmission à ses enfants, je parle de, si les enfants ne sont pas collectionneurs, c'est intelligent de vendre avant de mourir, parce qu'on maîtrise beaucoup plus le processus de vente, il y a moins d'aléas, on sait à qui on va vouloir confier les œuvres d'art, donc c'est quand même beaucoup plus responsable. Oui, puis ayant la connaissance aussi dont vous parliez, on peut s'adresser aux bonnes personnes, ne pas tomber sur des margoulins. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est, que j'ai pu voir dans des successions. Le problème, c'est la valorisation de ces œuvres, puisqu'on tombe parfois dans des problématiques où chacun appelle 4 experts qui coûtent une fortune chacun. Tout le monde veut des valorisations différentes, et on se retrouve avec plein d'endroits où finalement pour un bien classique il n'y aurait pas de problème, alors que là il y a des douleurs et puis certains attachements affectifs aussi où oui mais moi je veux celui qui était sur le dessus de la cheminée de mamie, oui mais moi aussi, et du coup on a des... Là vous avez abordé une quantité de questions qui sont le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est d'intervenir dans des moments qui sont souvent douloureux, qui sont les moments de la succession. J'essaie de reprendre un peu plusieurs idées que vous avez dites à la suite. Il faut comprendre que le monde dans lequel on vit est un monde de plus en plus déraciné. Il y a moins d'interactions régulières entre les générations d'une même famille. Souvent les enfants partent à l'autre bout du monde, ils font leurs enfants dans un autre pays, ils perdent le lien avec leurs parents, etc., etc. Et résultat, parfois ils arrivent au moment de la succession et ils savent rien.
Ils savent pas ce qu'il y a, et donc ils savent pas comment s'en occuper. Dans des tas de maisons de vente, des toutes petites maisons de vente locales aux États-Unis, quotidiennement, vous avez des chefs-d'œuvre qui passent en vente. Des choses très importantes, qui sont cataloguées n'importe comment, estimées 100 €, 200 €. Pourquoi ? Parce que le grand-père était collectionneur, le fils a quitté la côte Est pour aller travailler sur la côte Ouest, il a travaillé, il avait une situation qui était moins glorieuse que celui de son père, et la troisième génération, lui, est parti à 17 ans de chez ses parents, il n'a rien fait, etc. Il s'en moque de tout, il n'a pas du tout de culture classique, et les croûtes du grand-père, rien à faire, on appelle le brocanteur du coin pour les reprendre. Sauf qu'entre-temps, le grand-père, il a acheté un tableau de Greuze dans une vente publique à Londres très cher, que ce Greuze, il appartenait à une très grande collection du XVIIIe siècle, le catalogue était parfaitement rédigé. Le grand-père, il a laissé à son décès le catalogue de vente dans la bibliothèque, mais le fils n'a pas regardé les livres qui étaient dans la bibliothèque, le tableau est resté, il est resté dans le couloir, et lui, le petit-fils, il sait même pas lire. La bibliothèque, elle est partie à la poubelle depuis longtemps, et aujourd'hui, il a un poster, ce qu'il considère comme un poster, dans le couloir. Résultat, on a un tableau de Greuze qui est en déshérence. Il y a un véritable carnage au niveau transmission culturelle à travers les générations. Et ça, c'est un exemple extrêmement récurrent. Il faut que celui qui va partir gère sa collection, gère ses œuvres d'art. Il doit transmettre, il doit expliquer à ses enfants ce que sont les œuvres. C'est le minimum de respect qu'on puisse avoir pour les œuvres d'art. Tous les jours, il y a des œuvres d'art qui disparaissent, qui sont détruites, parce qu'on n'a pas le bon regard dessus, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Nous, en matière de tableaux anciens, les tableaux sont très peu signés. Un tableau qui n'est pas signé, il disparaît. Nous, on a des œuvres qui nous sont apportées toutes les semaines, les gens ne savent pas ce que c'est. On leur apprend que ce sont des choses très très bien. Et donc, il faut absolument... C'est un travail de transmission. La transmission, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi culturelle. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup plus de mariages internationaux, beaucoup plus de cultures qui s'affrontent, de mélanges, et il faut être vigilant à bien surveiller les témoins des cultures passées, qui sont les œuvres d'art. Oui, donc là, on perçoit un enjeu à la fois personnel, patrimonial, mais également culturel, puisque on se retrouve avec des œuvres à la déchetterie qui mériteraient un tout autre sort, peut-être même d'être accrochées au Louvre qui n'est pas loin. Il y a des merveilles. Moi, quand j'étais étudiant, je récupérais des merveilles sur les trottoirs de Paris. Et du coup, vous avez fait votre propre collection ? J'aime vivre dans un environnement plaisant. J'imagine, voilà. Parce que ça vient aussi de votre métier, et puis même la bibliothèque que vous avez derrière vous est plutôt agréable à regarder. Il y a deux types de commissaires-priseurs. Il y a ceux qui aiment les objets et qui donc par conséquent les collectionnent, et ceux qui sont beaucoup plus juristes, entrepreneurs uniquement, et j'en connais beaucoup qui sont assez indifférents au fait de vivre dans un lieu assez très allégé au niveau décoration, sans grand chose. Un bon dealer ne consomme pas, comme on dit, hein, donc est-ce qu'un bon commissaire-priseur Non, je crois que malheureusement c'est un peu comme la gastronomie, il faut goûter. Je crois qu'un bon cuisinier goûte. Vous verrez rarement un cuisinier anorexique. Non, je crois que ce qui vaut peut-être pour la drogue ne vaut pas pour la cuisine, pour le vin ou pour les œuvres d'art. Non. Eh bien, merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent encore, qui ont écouté avec passion tout ce que vous nous avez, tous ces éclairages que vous nous avez donnés sur ce milieu qu'on n'a pas forcément l'habitude de fréquenter ? Alors, ce qui est important, c'est de bien se renseigner, de pas agir avec précipitation, de comparer les choses avant de passer à l'action. Ensuite, ne pas hésiter à demander des conseils.
et des conseils dans des maisons concurrentes auprès de gens qui ont des postes concurrents, et vous verrez si tout cela sonne à peu près de la même façon. Ça, c'est important. Il faut être exigeant sur l'état de conservation des œuvres. C'est mieux d'acheter des œuvres qui sont dans des catalogues raisonnés, qui ont été publiés. Voilà. N'oubliez pas la notion plaisir. C'est important de vivre avec des choses qui vous rendent heureuse. Et surtout, considérez que ce que vous avez acquis ne vous appartiendra jamais totalement, parce que cette œuvre vous survivra, et vous n'êtes qu'un possesseur temporaire, et que par conséquent, il faut que vous gériez vos affaires. Il faut gérer ses affaires. Gérer ses affaires, c'est avoir des inventaires à jour, demander à des commissaires-priseurs régulièrement de venir réactualiser des inventaires, revoir des collections, attention à l'évolution de l'état de conservation, bien sûr. Il faut gérer ses affaires, voilà. Et il faut, dans cette optique, anticiper une transmission, avec calme, avec sérénité, en échangeant, et voilà. Si les enfants n'ont pas la même passion que vous, il faut vendre de votre vivant. Il ne faut pas laisser les choses, bon an, mal an, être pas très bien gérées lors d'une succession. Est-ce qu'on peut vendre un tableau en viager, peut-être ? Parce que je m'imagine vieux collectionneur avec mes chefs-d'œuvre sur le mur, et je peux pas m'empêcher de penser que j'aurais trop de mal à m'en détacher. Alors, que, les œuvres d'art importantes peuvent faire l'objet de dations pour paiement de droits, mais sous réserve d'usufruit. Voilà. On peut donner des œuvres d'art à un musée et en garder l'usufruit. Il y a quelques jours est tombé un usufruit, une réserve d'usufruit, un tableau. Alors tout est public, c'était dans la presse, un tableau de Fragonard représentant le petit frère du duc d'Harcourt, donc une figure de fantaisie de Fragonard. On appelle figure de fantaisie ces portraits qui étaient particulièrement à la touche particulièrement vibrante, fulgurante et libre, avait été donné en 1970 au musée du Louvre, sous réserve d'usufruit, et sous réserve d'usufruit au conjoint survivant. Et là, le conjoint survivant, donc 23 ans après, et vient de décéder. Et donc le tableau va rentrer dans les collections du Louvre. Voilà. Les collections nationales ont le temps. Donc c'est ce qui s'appelle une acquisition particulièrement intelligente. Voilà, attendre et jouer la carte du temps. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de conclusion qui nous laisse entrevoir des centaines, voire des milliers d'histoires. Alors, et surtout, venez chez Arcurial, venez nous voir en exposition. Au rond-point des Champs-Élysées. On adore partager notre passion. J'ai une équipe de spécialistes formidables autour de moi. Regardez les mini-films que nous faisons pour parler des œuvres qui nous sont confiées. Ce que nous aimons, c'est partager les œuvres d'art qui passent entre nos mains, et surtout venez nous poser des questions et venez voir nos belles expositions qui sont bien éclairées, bien disposées, et qui sont aussi une explication de nos succès. Oui, et puis le catalogue, alors j'avais pas eu l'occasion d'en parler, mais j'avais aussi pu, j'ai encore chez moi le catalogue, puisque c'est pas un catalogue qu'on met à la poubelle quand on rentre chez soi, c'est un très beau catalogue, et qui explique aussi très bien, j'envoyais une pique au musée qui parfois n'explique pas très bien et qui, pour des personnes non initiées, reste un petit peu flou. Là, en revanche, vous parliez du général au particulier, ça permet d'avoir une compréhension, alors pas forcément aussi fine qu'un spécialiste, mais au moins de saisir le contexte, de saisir ce qui se passe, et du coup de mieux comprendre l'œuvre qu'on a en face de nous, et c'est vraiment très appréciable, donc merci pour ça. C'est un plaisir, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager
cet épisode à une personne que vous connaissez qu'il pourrait aider. De mon côté, je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine interview. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter simplement pour être mis au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est sur le-family-office.fr, bien sûr avec family avec un seul L, puisque contrairement aux Français, les Anglais n'ont mis qu'un seul L à family. Voilà, je vous remercie encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain.